Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, monsieur, toujours avec monsieur Yves Lekanda. Deuxième partie de l'émission, si je puis me permettre. Monsieur Lekanda, j'ai suivi sur Facebook, vous avez publié la dernière fois Comment refaire la politique autrement. Je ne sais pas si je me trompe sur le titre. J'ai vu que beaucoup de gens ont réagi sur Facebook. C'était quoi exactement le titre, si je ne me trompe pas, monsieur Lekanda? Bon, vous savez que sur Facebook, d'autant plus qu'on n'a pas la possibilité de s'exprimer chez nous, je profite un peu de ce média des pauvres, comme si j'ose le dire, pour essayer de m'exprimer. Et souvent j'écris d'un trait, je passe, j'oublie. Bon, mais je pense qu'effectivement j'avais écrit un post comme ça. Est-ce que nous ne pouvons pas réinventer le monde? Je pense un peu ça, c'est de cela qu'il s'agit. Bon, mais je parlais de réinventer le monde, c'est un peu trop prétentieux. Je pense que ne pas pouvoir m'adresser aux grands de ce monde qui peuvent... bon, bref, mais une idée comme ça peut fuser d'un rien du tout. C'est-à-dire bon, mais ce serait mieux de recadrer, n'est-ce pas, cette façon de parler en disant est-ce que nous ne pouvons pas faire la politique autrement pour améliorer les conditions de notre pays par rapport à cette politique que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Cette question se pose aux intellectuels, bon, aux intellectuels, se pose à tout le monde. Est-ce que nous ne pouvons pas réinventer la manière de faire la politique, donc de cohabiter et de nous considérer entre citoyens? Moi, je pense que c'est un problème assez important, parce qu'aujourd'hui, le Congo semble être divisé dans la pratique en deux. Quand on me parle de mon ami Modeste Bokadia qui veut le diviser géographiquement, mais en somme, le Congo, il est déjà divisé entre le Congo d'en haut et celui d'en bas. En haut, pas par rapport au nord et au sud, mais en haut par rapport aux conditions même de vie, les conditions sociales. Nous avons des gens qui vivent déjà le 22e siècle, pendant que certains vivent encore le 16e, le 17e siècle. Partez dans nos pays, dans l'arrière-pays, partez dans nos villages. Allez côtoyer certains de nos parents. Vous trouverez des mamans, vous trouverez des papas qui vivent entre quatre murs en paille encore. Et quand vous allez dans leur case, ils n'ont rien d'autre que une vieille houe, une vieille machette, un vieux panier à dos, pour toute richesse. Et sur le corps, un bout de pagne de 50 centimètres, ce qu'on appelle le yard autour de rein. Les seins dehors, nous avons encore des mamans, des vieilles mamans, qui vivent encore le 16e siècle. Cependant, nous avons des dirigeants, nous avons des cadres qui se disent cadres de l'élite, qui ont des moyens de vivre encore un siècle de plus. 10 maisons, 20 voitures, etc., à travers le monde, à travers le pays. Et ça, moi, je crois que c'est une vieille façon de diriger le pays, c'est une vieille façon de voir le monde. Nous pouvons réinventer pour rééquilibrer, pour une distribution normale, une distribution raisonnable des ressources nationales pour que nous puissions vivre le 21e siècle, tout le monde. Le 20e siècle, ça veut dire avoir une case de 2 pièces, avoir une table, une chaise, le minimum, en ville comme en campagne. Mais c'est dommage. C'est dommage de voir ces intellectuels, c'est-à-dire ceux qui sont allés à l'école et qui ont aligné les parchemins, se battre pour être reconnus comme intello, donc s'octroyer des moyens de vivre au-delà de ce que ceux de l'intérieur, ceux qui ont contribué, n'est-ce pas, ceux qui ont contribué à les former, ne vivent. Je vais vous donner un exemple. Pendant la guerre, j'ai découvert l'arrière-pays, d'une façon plus pertinente d'ailleurs. C'est-à-dire, je ne faisais pas attention au départ quand j'allais visiter mes parents à Lembe, à Evo, à Okoyo, etc., etc. Mais pendant la guerre, j'ai découvert ce Congo. J'ai vu des gens de Brazzaville fuir en campagne, ne plus retrouver leurs parents, ne plus retrouver leurs grands-parents, et que les autochtones leur ont montré juste que le terrain où vivaient, sur lequel ils vivaient, leurs parents disent, bon, mais c'est à cet endroit-là. Et ces gens sont mis en forêt, leur quincaillerie, la forêt, n'est-ce pas? Couper le bois, couper l'herbe, et puis faire des cases, et puis se mettre à vivre là-dedans. Ils ont découvert la vraie campagne, c'est-à-dire le vrai Congo. Alors je me suis donc posé la question de savoir, avec tout ce que nous avons, avec toutes les richesses que nous gaspillons journalièrement, est-ce qu'il n'est pas possible de réinventer la manière de vivre dans notre pays et de faire que ce pays avance, rattrape un peu le retard, rattrape certains pays qui
étaient plus ou moins au même niveau que nous aux indépendances et qui aujourd'hui nous ont dépassé de 2, 3, 4 siècles. Tenez, on me parle du Vietnam. Ceux qui ont été au Vietnam me disent qu'aux indépendances, nous avons pratiquement le même niveau de vie que les Vietnamiens. En Afrique de l'Ouest, le Bénin par exemple, lorsque j'étais à l'école, qu'on apprenait la géographie de l'Afrique, on me disait que le Bénin aux indépendances était le dernier de nos pays. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, les Congolais puissent dire que le Bénin est un pays aéré. Vous voyez, on peut encore prendre des exemples en Afrique de l'Ouest. Et c'est pour cela que ce n'est pas une provocation. Que j'ai toujours dit que l'Afrique centrale, particulièrement le Congo, tirait l'Afrique par le bas. Parce que nous, tous les jours, nous ne posons pas des questions de l'évolution, du développement, du progrès à opérer dans notre pays. Nous voyons le progrès à travers les bétons, les quelques routes qu'on nous construit, les quelques maisons qu'on nous construise. Est-ce que ça change? Au contraire, ça défigure même le paysage de notre pays parce que ces maisons que nous construisons, ces routes que nous bâtissons en ville, ne sont pas pensées avec une certaine cohésion par rapport à ce qui existe. Vous voyez? Et à quoi ça sert, par exemple, d'avoir à Brazzaville, moi, à mon entendement, bien sûr, ça pourrait être critiqué, un édifice, une maison de 9 étages, par exemple. Alors qu'on peut faire des traits. Les 9 étages peuvent être convertis en 9 villas, belles villas, bien entourées dans un quartier bien tracé, dans un quartier préparé, avec l'électricité, avec l'eau, le téléphone et tout qui suivent. On gagnerait plus. Regardez l'espace, par exemple, de 4 mars. De Gampo au Lilou, qui a été rasé. En quelque sorte, le malheur est bon. On pourrait en faire un quartier moderne. Des villas, rien que des villas. Sans construire des maisons qui sont implantées vers un pilat à étage 3, 4 et 5 étages qui seront difficiles d'ici 5 ans à entretenir. Donc, nous n'avons pas une vision. Déjà, une vision, c'est une projection de l'espace vie, c'est-à-dire de là où nous vivons. Et ensuite, la politique ne suit pas. Et ensuite, ceux qui ont la responsabilité, n'est-ce pas, de construire ou de penser ou de distribuer les ressources, ne le font que d'une manière primitive, n'est-ce pas? Chacun vaille son bureau toujours en se posant la question, qu'est-ce que je vais pouvoir ramener à la maison aujourd'hui? 10 millions, 5 millions, 3 millions, 5 000, 100 000. Personne ne va pour rendre un travail qui devrait être comptabilisé demain pour que l'on sente le progrès. Nos ministres qui arrivent, aucun ministre, une fois nommé, ne présente son plan, ne présente son programme. Quand il en sort, il ne rend pas compte. Et personne ne s'acharne à lui demander les comptes de son mandat. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous avons une possibilité, nous avons des intelligences, nous avons ces moyens de pouvoir remettre à plat la vision de notre pays et de projeter une constitution qui soit plus acceptable, plus adéquate avec les moyens que nous disposons. Nous pouvons rendre la vie agréable pour tous. C'est ça le problème que nous... Dans le domaine de la politique, est-ce que nous sommes obligés de nous affronter constamment, de temps en temps, avec des morts pour lesquels nous ne tenons même pas compte? Le président de la République venait de faire un discours sans même parler de ceux qui sont tombés le 20, comme s'il avait des problèmes, même si c'était ses adversaires. Mais ça vante tous ses concitoyens. Il est chef d'État parce qu'il existe des Congolais. C'est lui qui a voulu être chef de l'État. Donc il faut qu'il accepte qu'il y ait des Congolais qui ne soient pas d'accord avec sa manière de faire, avec sa manière de vivre, avec sa manière, n'est-ce pas, d'exercer. Il faut qu'il accepte cela, sinon ça ne sert à rien. Même son titre de président de la République, même ses fonctions tomberont des études s'il n'y a pas en face des gens qui peuvent lui dire, monsieur le président, nous ne sommes pas d'accord avec vous. C'est pour cela que je peux poser la question de savoir, est-ce qu'en tant qu'humains, avec l'intelligence que nous avons, avec les moyens que nous avons, est-ce qu'il n'est pas possible de recréer, de refaire notre monde, ce Congo, sur la base, ne fût-ce que de ce que Dieu demande à l'humain, les 10 commandements de Dieu, ne fût-ce que sur la base de l'amour que Dieu nous demande, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu. Si on nous enlève ces sentiments, si on nous enlève ce bon sens, mais nous tombons, nous revenons au stade animal, puisqu'en moindre pépin, en moindre contradiction, nous devons passer à des actes qui doivent enlever la vie aux autres. Je disais ce matin dans Facebook, quelqu'un qui disait,
aux membres de l'opposition, à Miarassa particulièrement, excusez-moi, c'est pas parce qu'il est le président de mon parti, parce que j'ai lu un spot comme ça. Vous vous parlez, c'est parce que vous êtes un homme affamé. Pendant que vous parlez là, après vous allez souffrir de faim, nous on va manger. Alors je lui ai répondu. Je lui ai dit, manger, boire, danser, c'est ce qu'il y a de commun avec l'animal. Parce que les animaux, ils passent leur temps, du matin au soir, à brouter, à chercher de quoi manger. Une fois qu'ils ont mangé, qu'ils ont brouté, ils dorment. Le lendemain, ils se réveillent, la seule chose, c'est chercher encore à manger. Alors, si vous réduisiez votre action politique à manger, boire, danser, dormir, effectivement, vous nous ramenez au stade animal, mais nous ne sommes plus là. Nous sommes des humains. Monsieur Lekanda, il nous reste 2 petites minutes. En tout cas, pour les téléspectateurs et téléspectatrices des réseaux sociaux qui ne vous connaissent pas, je parle de la nouvelle génération. Quand vous me parlez du MSA, ça veut dire que cette vieille génération vous connaisse très bien. La nouvelle génération, Monsieur Lekanda, pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment vous pouvez vous présenter? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette nouvelle génération? Bon, mais moi, je m'appelle Yves Lekanda, tout simplement, un enfant de Poutpouto. Vous voyez, à mon âge, un enfant de Poutpouto. Ceux qui ont grandi à l'époque dans la rue Aoussa, les boutiques et autres doivent effectivement me connaître. Ensuite, je connais Brazzaville. J'ai vu Brazzaville grandir. J'ai vu certains de nos responsables venir à Brazzaville avec déjà des prétentions, beaucoup de prétentions. Tout ça, c'est normal. Ils ont vu que la campagne vient à Brazzaville. Il faut bien qu'ils se situent, n'est-ce pas, dans la marche du pays. Bien. Et j'ai commencé à militer, quand je vous disais, pratiquement depuis la maison, parce que mon père était l'un des conseillers, des très proches de Papa Jacques Opango. Chez qui je me rendais avec lui quand j'étais gosse. Ma maman était déjà militante de MSA, donc moi faire la politique ou être militant, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris sur le tas parce que j'ai besoin d'être repris comme grand cadre ou bien etc. Non, j'ai fait la politique parce que c'est une condition pour améliorer les conditions de vie de l'humain, c'est-à-dire des citoyens d'un pays. La politique, c'est ça, c'est pour améliorer les conditions et non pour se battre et non pour etc. etc., etc. Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que quand je fais ma politique, je n'ai pas en tête ce que je vais devenir en politique. Voilà pourquoi je ne suis jamais revenu. Mais j'ai en tête ce que je peux faire, ce que je pourrais faire au cas où les responsabilités m'étaient, n'est-ce pas, données. Et j'ai eu quelques petites responsabilités. J'étais responsable cofondateur de l'Institut national des sports que j'ai fait évoluer. J'ai fait évoluer l'enseignement d'éducation physique. J'ai inspiré la création de l'Institut supérieur d'éducation physique et sportive, même si je n'ai jamais été accepté à enseigner dans cet établissement. Je sais pourquoi, je ne vous le dirai pas. En fait, je veux toujours faire la politique parce que je ne veux pas que la politique me fasse. Je veux faire la politique pour corriger ceux qui sont, ou pour inspirer, ou pour aider. Si du moment je n'ai pas de responsabilité, mais au moins pour aider ceux qui arrivent aux responsabilités. Et je veux que ceux qui arrivent aux responsabilités sachent ou apprennent à mettre en place, à mettre en action ceux qui les poussent à devenir des hommes politiques. Ça, c'est très important. Il n'est pas normal que quelqu'un se fasse nommer ministre le lendemain comme ça. Il arrive, il tombe sur un ministère, il trouve les anciens sur place et puis il apprend sur le tas ce qu'il doit faire. Ça ne marche pas. Il faut déjà commencer depuis la maison. Depuis le moment où vous êtes militant dans votre parti. Si jamais demain, les responsabilités me revenaient, que pourrais-je faire pour mon pays et quel genre de responsabilité je pourrais accepter? Comment les gens ne peuvent pas refuser d'être ministre si jamais ils ne sont pas capables de rendre? Le président vous appelle et vous dit, voilà, je vais vous confier tel ministère. Vous dites, monsieur le président, je ne saurais pas répondre, vous satisfaire dans ce domaine, mais si vous voulez me confier des responsabilités, je pourrais vous suggérer, par exemple, tel domaine, si cela vous va. Parce que vous y avez réfléchi, parce que vous avez la capacité, parce que vous êtes inspiré, parce que vous pouvez produire. Mais vous y allez comme ça, c'est une aventure. Et nous ne vivons que des aventures de ceux qui nous dirigent. Parce que nombreux ne sont pas préparés pour la circonstance. Moi, je milite depuis mon jeune âge. Si jamais aujourd'hui des responsables me revenaient, je saurais exactement ce que je pourrais faire. Et je saurais exactement s'il faut les quitter à temps ou non par rapport à ce que je donnerais sur le terrain. C'est ça le problème de nos militants. Alors quand je termine comme ça, vous voulez me parler de la diaspora sur Paris. Les gens de Paris ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas en contact avec le terrain. Ils ne se rendent jamais sur le terrain. Ce n'est pas cette jeunesse de Maître Mbamba qui à l'époque
ont dû former des délégations d'étudiants, des délégations de la diaspora pour se rendre au pays, prendre part à des débats. Ils attendent qu'on leur confie une conférence nationale bis pour qu'ils descendent. Mais pour obtenir la conférence nationale, il faut se battre, il faut travailler. C'est vrai que tout le monde ne peut pas partir, mais au moins, en s'organisant, des délégations peuvent descendre. Imaginez si le 17, le 27, le 20, le 27 septembre, le 20 octobre, s'il y avait des délégations de la diaspora qui étaient descendues, on aurait peut-être pu éviter la catastrophe. On aurait pu renforcer le camp de l'opposition pour que le pouvoir recule. On aurait pu. Mais ils font du bruit sur la place de Paris. Vous savez, il y a 2 semaines, j'ai été invité à Paris à prendre part à l'Assemblée générale des Assises nationales. J'ai été déçu. Je suis allé trouver des gens qui étaient en train de se battre pour rien du tout. Pour rien. Et j'ai dû les arrêter. Et j'ai pris, n'est-ce pas, parole. Je leur ai posé la question, pourquoi se battaient-ils? Pour quel objectif? Pour obtenir quoi? Alors qu'à Brazzaville, les gens comptaient énormément sur eux. Et si jamais d'autres personnes apprenaient que les Congolais étaient en train de se battre sans issue, c'est-à-dire sans objet important, ce serait une déconfiture pour l'opposition. Là, on critique, et c'est ça Paris. Ok, monsieur Lekanda, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir dans Bonjour l'Afrique. Pour le mot de la fin, on va parler en lingala parce que comme on a poto. Violoba lingala parce que non, le bakalingala leki. Bon, pas le mot de la fin. Oui, père. Alors, pour le mot de la fin en lingala, qu'est-ce que tu peux transmettre comme message à tous tes enfants de Brazzaville et de Pointe-Noire, je dirais à tous les enfants du Congo? Le baron nalikala veut ça la vraie neba. Non, moi la solo ba penza lingala veut. Bana ya potal, c'est-à-dire potpoto. Bana Wenze, Bana Mongali, Bana Bakongo, Bak City, Bana Ngamakoso, Bana Talangai, To Sangana, To Yokana, To Biksa Ekolo Nabiso, To Bongisa Potal, To Bongisa Bak City. Soki To Yokanite, Boka na biso na bino ekoki kobonga te. Eza eloko na biso nyonso tu. Moto moko. To mibale. To misato. To groupe Movimba. Ekoki kolonga na kati etumba toza kobuna nango te. Na bato oyo basangisi makanisi na bango ya mabe. Basangisi ba moyen oyo eza na bango ya mabe. Bongo ba botola mboka na bo batikali pe basala bosoto na likolo mboka na likolo teza eloko na bango mais non soki bango balingi koyoka te fo biso na meto sangana to laksa bango teza eloko bato nyonso eza ndako ya papa ezali elanga ya papa bokoki kozwango bolia bosumba na kati yango nyei pi botala baninga lokwa baza bato pamba te. Bolingo se bolingo boyokani pe boyokani ndenge wana biso tozala na Potal na Brazzaville ndenge tozaki koyemba bana ya poto tokutana ba onikolata okei na Brazza seya ndenge wana belenge basi bazaki kobina so bawuti na l'école na Sainte Thérèse baleki kuna na Saint-Esprit baleki na Immaculée Conception ya Wenze boboto se na boboto boyokani pe kaka boyokani to mesana kana makamba bitumba te ya kobeta na tino kubundisa kubomba baninga biso tokola kana eyano wana te tokola kana biyu wana te yango wana ndeko na biso mwana bakazaki kutuna ngai ndenge ndini bino bana ya Brazzaville bino bana ba grande ville ndebo tikaka pouvoir eke na kande wana tout ça ngana yipsi na bisa na lopoto biso to mesana kande wana te biso to mesana kana kati ya mosoto te to uta potpoto to leki ba Congo to beti pelote soki tumbe kwe to bundi et puis après to sangani to pesani mbote to zongi oyo Congo ya sikoyo malgré temps ezaka avancer technologie ezaka avancer ba connaissance ezaka avancer et jongsi biso sima nde na niveau ya nyama ya banyama to boyi yango na pesi bino mbote mingi na kuzongela bino na mikoleko ya to komi kande mwana boboto se boboto
Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre émission Bonjour l'Afrique sur le web, c'était monsieur Yves Lekanda. Père, ça a été un plaisir de me recevoir à Mien, ma terre. Je suis venu me ressourcer encore une fois. Merci, comme j'ai l'habitude de dire, vive la République. Merci beaucoup. Vive la République.